Bonjour à toutes et tous, heureuse de vous accueillir pour cette 5e conférence du mois des droits des femmes, co-organisée avec la Mutualité française Bourgogne-Franche-Comté, avec Mutel, MGN, la Ville de Dijon, Elle à Dijon, l'association, le Master Massy et les entrepreneuses heureuses. Aujourd'hui, nous vous accueillons pour une conférence qui s'appelle Représenter les femmes autrement, les nouveaux enjeux de la publicité, présentée par Clémentine Hugo-Gential et ses étudiantes. Je vais laisser Ludmila Montero, conseillère municipale, faire l'introduction. Et puis, chère Ludmila, je vous laisserai ensuite passer la parole à Clémentine. Merci et bonne conférence à toutes. N'oubliez pas de poser vos questions dans le chat. Merci. Merci Marie-Thérèse. Donc effectivement, je remplace un petit peu aujourd'hui au pied levé Claudine Bataille, notre adjointe à l'égalité homme-femme à Dijon, qui a initié donc ce mois sur le droit des femmes. Donc, je suis très heureuse de commencer cette 5e conférence, avec des étudiantes du Master Massy. Donc, si je me trompe pas, il y a Camille, Marilyn, Élise, Lucille et Pauline qui vont nous expliquer la représentation des femmes et notamment au niveau de l'enjeu de la publicité. Donc, je ne vais pas garder la parole trop longtemps et je laisse Clémentine Hugo-Gential, directrice de ce master, nous expliquer un peu plus. Bonjour à toutes et tous, merci beaucoup pour cette invitation. C'est un honneur d'être là aujourd'hui et de céder aussi la parole aux étudiants qui incarnent l'avenir et des nouvelles modalités de communication. C'est eux qui vont les porter. Donc le Master Massy, c'est un master de stratégie de communication internationale et depuis 3 ans maintenant, nous avons dans notre maquette de cours un enseignement sur communication et stéréotypes de genre où justement nous travaillons à la déconstruction des stéréotypes sur toutes les sphères communicationnelles. Et en fait, quand on analyse, on se rend compte que ce soit la communication institutionnelle comme la communication marchande, aujourd'hui, les stéréotypes de genre sont encore beaucoup à l'œuvre. Donc les étudiants sont sensibilisés à ces questions, travaillent dessus avec beaucoup d'intérêt et donc c'était pour ça qu'aujourd'hui, nous avions envie de vous présenter ces travaux portés par les étudiants. Donc, je remercie chaleureusement Lucille Beau, Camille Lax, Marine Lagros, Pauline, j'ai mangé votre nom, et Élise, voilà, qui vont vous présenter donc leur travail aujourd'hui et qui vous ont présenté d'ailleurs et qui vont vous donner un guide que vous avez déjà, les 10 clés d'une communication non sexiste. Bien sûr, on répondra à toutes vos questions à la suite de l'intervention. Merci beaucoup. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, on va commencer avec quelques chiffres marquants. Donc, tout d'abord, 98%. C'est aujourd'hui le nombre de pubs qui montrent des femmes dans les publicités de lessive, d'entretien ou de produits de bébé. Pourtant, 91% des professionnels du marketing estiment que les femmes sont représentées de manière positive dans la publicité. Donc des chiffres en contradiction quand on constate que seulement 45% des consommateurs estiment que les femmes sont représentées de manière positive dans la publicité. Donc ce décalage dans la perception est assez révélateur du manque de représentation des femmes dans la pub et démontre surtout que l'image montrée n'est pas celle ressentie. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Pauline, qui va vous présenter une rapide rétrospective des publicités des années 60 jusqu'à aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Donc, la femme a toujours eu une place importante dans la publicité et au cœur des décennies, son image et sa représentation ont évolué. De la ménagère à la femme objet, en passant par la superwoman, les stéréotypes ont toujours été présents. Donc, nous allons commencer avec les années 60. Donc, ce n'est pas un hasard si le terme sexiste est apparu à la fin des années 60. Cette décennie a vu naître des publicités sexistes faisant partie de la normalité et étant même valorisées par les marques. Les femmes étaient représentées dans des positions d'infériorité, tout en étant obligées de garder la ligne, de rester belles pour satisfaire leur mari notamment. Le rôle principal qui leur a été donné par les marques à cette époque était celui de la ménagère, la fée du logis, qui cuisine, qui ne travaille pas pour s'occuper de sa famille et surtout rester à disposition de son mari. Les femmes sont ainsi prises pour cible des publicités d'appareils ménagers. L'image du roi, du mari roi et des enfants princes est malheureusement restée dans les mœurs et n'a commencé à disparaître que dans les années 80 environ. Néanmoins, mai 68 et la libération des mœurs qui s'ensuit vont apporter des changements majeurs dans l'image des femmes véhiculées dans la publicité. La révolution sexuelle de la fin des années 60 va imposer une nouvelle image qui est toujours présente aujourd'hui, donc celle de la femme objet, et les entreprises marchandent désormais le corps des femmes pour vendre. Dans les années 70, c'est un tournant pour l'histoire des femmes en France.
Elles sont marquées par la création du MLF et le début de la lutte pour l'avortement. Dans les années 70, on réalise l'oppression des femmes dans tous les domaines et celles-ci se battent désormais pour leurs droits. Et dans la publicité, la femme, elle s'affirme, elle achète ses habits, elle fait du vélo jambes à l'air, elle danse en mini-robe, par exemple. Mais elle est encore extrêmement représentée comme une femme au foyer qui aime cuisiner et faire les courses. Mais durant cette décennie, on verra aussi une femme qui est émancipée et polyvalente. Mais il faudra néanmoins attendre la fin des années 70 pour voir une femme qui travaille et autonome professionnellement. À ce moment-là, elle gagne son propre argent et elle devient une cible potentielle pour les marques de mode ou d'électroménager, par exemple. Dans les années 80, la femme, elle devient de plus en plus indépendante et on constate cela dans l'évolution de son statut, notamment dans la publicité, qui met en avant une superwoman. Donc elle a une autonomie financière, elle commence à s'occuper d'elle, elle devient mère, amante et épouse, et c'est une aubaine pour les marques. Pour la première fois, la femme n'est plus femme au foyer, mais elle devient également mère, amante, compétente, épouse et professionnelle. Donc c'est une aubaine pour les agences publicitaires. Les femmes sont de plus en plus individualistes aussi, elles pensent beaucoup plus à elles, et c'est pourquoi une nouvelle image de la femme apparaît, et donc les femmes demandent de plus en plus de reconnaissance, sans pour autant vendre leur sexualité à des publicitaires. Mais il devient également de moins en moins rare de voir des femmes nues dans les publicités. On remarque la naissance de l'érotisation des femmes, passant de la mère au foyer à un objet à des fins communicationnelles. Dans les années 90, la femme est un véritable objet à côté duquel on veut se vendre pour donner envie aux consommateurs d'avoir la fille en même temps que le produit. Donc on réduit la femme à un objet, ce qui va à l'encontre de l'image de la femme active et indépendante. Donc elle passe de la ménagère à l'objet. Et le sexisme est donc de retour dans la publicité, donc influencé par un courant qui s'appelle le porno chic. Donc ce courant montre des femmes fatales, des poitrines, des fessiers et exhibe des corps nus pour faire augmenter les ventes tout simplement. Le sexe attire l'attention, certaines marques frôlant même la pornographie parfois. Toutes les excuses sont désormais bonnes pour montrer une femme nue, donc un gel douche, un parfum ou encore une voiture. Et les pubs sont de plus en plus trash, il faut aller toujours plus loin. Et enfin, pour montrer des femmes nues, les marques vont même jusqu'à simuler l'acte sexuel pour choquer et donc faire parler. Et enfin, dans les années 2000-2010, on peut voir deux courants principaux. Donc tout d'abord la femme désirée, donc un peu comme dans les années 90, pardon. Le sexe et l'érotisme sont banalisés sur tous les supports de communication. La femme est utilisée pour vendre et la plupart du temps, tout ça est banalisé et elle a une image très sexy. Les préjugés restent donc omniprésents et la femme est toujours utilisée pour vendre. Mais on peut voir également un autre courant donc de la femme qui est plutôt émancipée. Donc la femme est donc un modèle pour les autres femmes car elle prend soin d'elle tout en réussissant professionnellement et en tenant sa maison. Donc la femme sait se faire plaisir, elle ose tout, elle consomme de plus en plus, pas seulement pour sa famille, mais aussi pour elle. Donc, dans une deuxième partie, on va du coup parler des problèmes et des conséquences qu'on peut constater dans toutes ces publicités. Donc, après avoir analysé du coup toutes les publicités dont Pauline vient de parler, on a pu extraire des constats qui deviennent du coup des problématiques pour les femmes aujourd'hui. On a remarqué que les femmes, elles étaient souvent représentées de la même manière et selon divers angles. Donc, on a d'abord la représentation physique. Donc une femme, c'est pas seulement un corps svelte, mince, blanc et jeune. On remarque un réel manque de diversité dans les publicités aujourd'hui. Donc il faudrait voir des corps de toutes les tailles, de toutes les formes, de toutes les couleurs, de tout âge. Il faut donc normaliser la différence et représenter la société et les femmes telles qu'elles sont, donc c'est-à-dire belles dans toutes leurs formes. On a aussi une représentation obsolète. Donc une femme, aujourd'hui, c'est pas seulement une femme qui est mère de famille, au foyer, qui s'occupe de sa famille, de l'entretien de sa maison et du bonheur de son mari. On a aussi une représentation affaiblie, dans le sens où les femmes sont très rarement représentées par le pouvoir, par la force ou encore grâce à des rôles aspirationnels. C'est le cas pour les publicités le font aujourd'hui. On a aussi une représentation genrée. On peut constater aujourd'hui des améliorations quant à la représentation des tâches ménagères au sein de ménage, mais les femmes sont le plus souvent présentes dans les publicités pour lessive, détergent, ménage, couches pour enfants, etc. Bien que tous ces produits découlent de décisions d'achat collectives et non individuelles. Donc la route, c'est encore bien longue pour qu'on constate des avancées.
Et enfin, on a une représentation sexualisée, comme du coup l'a dit Pauline. La femme est souvent dénudée et utilisée comme objet afin de vendre. Donc toutes ces représentations ont des conséquences directes en fait sur nous et sur notre entourage. Donc d'abord, ça influence la perception des plus jeunes sur les rôles des gens dans la société. Une femme doit faire ceci, un homme doit faire cela. Ensuite, ça renforce le sexisme, le machisme, les inégalités, donc tout ce qui est lié à l'hypersexualisation, la culture du vlog, le slut-shaming, etc. Surtout en ce moment, on peut beaucoup en constater. Ça brise la confiance en soi de certaines personnes. Et ça donne des complexes, surtout selon une enquête du CSA qui date du coup de 2016, 82% des femmes estiment que la publicité donne des complexes aux femmes. Et du coup, ça crée aussi une forme de pression sociale du paraître, donc aussi bien d'ailleurs pour les femmes, mais aussi pour les hommes, évidemment. Et enfin, ça crée un sentiment d'essentialisation qui réduit un être humain à une seule tâche et à une seule catégorie. Alors, comme l'a dit Marilyn, on se rend compte que ce type de publicité, ça a des impacts sur nous, sur nos entourages, mais également sur la société plus en général et son fonctionnement. Donc en fait, en visualisant à répétition les femmes qui sont assignées à des rôles dégradants en position de sexe faible, la publicité a des répercussions sur nos choix, sur nos manières d'agir et sur la façon dont nous sommes traités et estimés. Donc la première conséquence notable, c'est une inégale répartition des tâches domestiques et familiales au sein du foyer. Les femmes réalisent 72% du cœur des tâches domestiques. Et après une naissance, un homme sur 9 réduit ou cesse temporairement son activité contre une femme sur 2. C'est énorme. Au niveau du choix d'orientation, également, on note que dans l'enseignement supérieur, en dépit de meilleures performances que les garçons au baccalauréat, les filles restent minoritaires en classe préparatoire dans les grandes écoles scientifiques, dans les écoles d'ingénieurs et dans le secteur informatique. Et en raison d'une supposée nature féminine, douce, empathique et portée vers le soin des autres, les femmes sont majoritaires dans les professions paramédicales et sociales. On constate également des inégalités de salaire et aussi au niveau des accès aux postes à responsabilité. Les femmes ne représentent que 13% des membres exécutifs des entreprises cotées et elles gagnent 19% de moins que les hommes. Donc voilà, c'est assez clair. Au niveau de la parité en politique également, seuls 16% des maires sont des femmes aujourd'hui, seuls 27% des députés sont des femmes et seuls 17% des présidentes de conseil régional sont des femmes. Donc la question c'est pourquoi la publicité doit agir pour faire changer ça ? En fait, si les femmes étaient plus montrées dans des positions d'autorité en tant que scientifiques, politiques, chefs d'entreprise, si la vision donnée des tâches domestiques et de l'éducation des enfants était différente et mixte, et si l'on valorisait plus les professions dites féminines, si l'on abandonnait aussi le concept de rôle entre les sexes en arrêtant de montrer des comportements, des rôles sociaux, des activités assignées aux femmes plutôt qu'aux hommes ou inversement, du coup, en montrant vraiment au grand public des images nouvelles et différentes de celles perpétuées depuis si longtemps, la société sera plus égalitaire. Donc, la publicité a un rôle clé, elle crédibilise, elle légitime, elle renforce les stéréotypes, elle partage des assignations à être, à se comporter et à faire selon les normes dites de la féminité pour les unes ou selon les normes de la masculinité pour les autres. Je vous remercie pour toutes ces informations très enrichissantes. Pour ce qui est de la troisième et dernière partie, nous allons vous présenter le guide qui vous permet de communiquer de manière inclusive. Donc la question qui se pose, c'est pourquoi combattre le sexisme ? Les campagnes de communication multiplient les messages et sont un élément clé dans la transformation des comportements. La communication a une certaine influence sur les mentalités et les clichés. Comme nous pouvons le remarquer, il reste encore un long chemin à faire pour arriver à une publicité inclusive, paritaire et représentative du changement des mentalités et des nouveaux besoins de la société. Le sexisme est une attitude discriminatoire fondée sur le sexe ou, par extension, sur le genre d'une personne. Le sexisme est lié aux préjugés et au concept de stéréotypes et de rôles de genre, pouvant comprendre la croyance qu'un sexe ou qu'un genre serait supérieur à l'autre. Les stéréotypes sont grandement répandus dans la société, tant sur le stéréotype de rôle, donc ce qui concerne le foyer ou encore le couple, que sur le stéréotype de posture et d'attitude, comme la soumission et la domination, la douceur ou encore l'infantilisation. Donc chacune d'entre nous peut apprendre à repérer les stéréotypes de genre de la publicité. Donc voici une liste que nous avons établie. Elle vous aidera à comprendre et à adopter une communication non sexiste et vous donnera le bagage nécessaire pour juger si une publicité est sexiste ou non.
Donc voici la checklist. Donc elle a pour objectif de vous aider à déterminer si votre communication est inclusive ou non. Il suffit de vérifier point par point pour savoir s'il faut progresser ou pas. Il est important de comprendre et de prendre conscience de l'impact que votre communication peut avoir. Tout d'abord, nous avons les rôles. L'activité, le rôle ou le comportement assigné aux femmes véhicule-t-elle ou véhicule-t-il un ou plusieurs stéréotypes sexistes. Par exemple, les femmes sont-elles en train de s'occuper des enfants pendant que l'homme est au travail? Ensuite, nous avons les métiers. Les métiers sont-ils trop genrés? Par exemple, une femme vendeuse ou un homme dans la finance. Le nombre, un des deux sexes est-il numériquement plus représenté que l'autre? Et cette surreprésentation illustre-t-elle des stéréotypes sexistes? Au niveau de la parentalité, est-ce que cette représentation de la parentalité renvoie-t-elle au rôle traditionnellement assigné à chaque sexe? Et pour la représentation du corps, sont-ils objetisés et mis au service d'une représentation sexiste? Par exemple, le corps est-il dénudé ou érotisé? La posture physique, donc la place et l'attitude, renvoient-elles à des stéréotypes sexistes? Au niveau des mots employés, le langage utilisé véhicule-t-il des stéréotypes? Les mots sont lourds de sens et parfois des textes, des écrits, des signatures, des dialogues, des voix off ou des chansons peuvent être complices de stéréotypes et ainsi créer une publicité sexiste. Au niveau du ton, les violences faites aux femmes sont-ils ou sont-elles abordées sous l'angle de l'humour ou du second degré? Il faut vraiment faire attention à ces points-là. Le lieu, donc est-ce que les lieux dans lesquels évolue chacun des personnages véhiculent-ils des stéréotypes? Par exemple, les femmes sont-elles cantonnées au foyer et les hommes sont-ils à l'extérieur? Et pour finir, les couleurs, donc l'image fait-elle référence à des stéréotypes? Les femmes sont-elles systématiquement habillées en rose et les hommes en bleu? Donc vous pouvez retrouver ce kit dans le chat et il faut savoir qu'il est très important de faire attention à tous les points énumérés. Pour aller plus loin, pour vous aider à communiquer de manière inclusive, nous allons vous exposer nos recommandations. Donc, en tant que communicant et communicante, nous, on sait que les mots, ils ont un sens et qu'il sert de les choisir avec soin. Lorsqu'on veut s'adresser à tout public aujourd'hui, il y a pas mal de choses à faire. Contrairement à d'autres pays comme la Suède, par exemple, qui s'est doté d'un pronom neutre en 2015, en français, le neutre, il n'existe pas officiellement. Il faut soit genrer au masculin, soit genrer au féminin. Ou alors utiliser des pronoms neutres qui ont été imaginés par certains usagers de la langue française, comme le pronom il ou c'est le, par exemple. Mais lorsqu'on écrit au masculin par défaut les noms de métiers, ou lorsqu'on emploie uniquement le masculin dans les documents officiels, on invisibilise une bonne partie de la population, les femmes. La meilleure façon de nous laisser en moyen de nous identifier à la communication, c'est donc de rendre l'écriture plus inclusive. Maintenant, voici quelques petits conseils pour passer petit à petit à une écriture plus égalitaire. Tout d'abord, il faudrait supprimer de notre langage toutes les expressions dites sexistes, telles que chef de famille, mademoiselle, qui est de moins en moins utilisée aujourd'hui, par exemple, ou encore nom de jeune fille. Toutes ces expressions, elles renvoient en réalité à un rôle social qui a été imposé à chaque genre. Ensuite, il faudrait accorder les noms de métiers, titres, grades et fonctions avec le genre de la personne qui l'occupe. Parce que ces postes peuvent être très bien occupés par n'importe qui, indépendamment de leur genre. Donc, par exemple, au lieu de dire « Madame le chef de projet », plutôt privilégier « Madame la chef de projet ». Prochain conseil, ce serait d'user du féminin et du masculin dans les communications. Donc, quand on s'adresse à une assemblée, plutôt dire « Bonjour à toutes et à tous ». Ensuite, utiliser l'ordre alphabétique lorsqu'on énumère des termes identiques ou équivalents au féminin et au masculin. Donc là, les participantes et participants, les sénateurs et les sénatrices, etc. Ensuite, présenter les femmes et les hommes de la même manière. Donc je m'explique, souvent les femmes, elles sont le plus souvent présentées par leur prénom et elles sont qualifiées de épouse de, mère de, femme de, etc. Alors que les hommes, eux, sont présentés par leur nom, prénom, qualité ou profession. Cette pratique, elle est discriminante et elle décrédibilise et invisibilise beaucoup les femmes. Ensuite, nous proposons d'utiliser les épicènes ainsi que les termes qui désignent indifféremment les femmes et les hommes. Donc, au lieu de dire les droits de l'homme, plutôt dire les droits humains, par exemple. Et dernier conseil, parler des femmes plutôt que de la femme et des hommes plutôt que de l'homme. On l'a bien vu en ce 8 mars dernier, beaucoup de marques encore aujourd'hui utilisent la journée de la femme, mais il faudrait plutôt utiliser la journée des droits des femmes ou journée des femmes si on veut faire plus loin. Pour aller plus loin, il existe des réglementations et des lois afin de veiller à transmettre les bonnes images et surveiller ce qui se passe derrière nos écrans. Donc tout d'abord, il existe beaucoup d'associations, on ne pourra pas toutes les citer, mais les 3 principales, c'est les chaînes de garde qui défendent les femmes contre les insultes sexistes, notamment dans l'espace public, les médias et la publicité. Ensuite, nous avons les Lyonnes, qui est la première association française qui lutte contre le sexisme dans la publicité et la communication. Et enfin, l'association Résistance à l'agression publicitaire,
qui a lancé l'Observatoire de la publicité sexiste. Aujourd'hui, il existe même des comptes sur les réseaux sociaux comme Pépite Sexiste, que l'on connaît toutes et tous plus ou moins, qui compte aujourd'hui presque 220 000 abonnés sur Instagram et 90 000 sur Twitter, et qui relaient des publicités et des constats injustes grâce à leurs abonnés. En ce qui concerne les lois et les réglementations, donc nous avons bien sûr le CSA, qui combat au quotidien en créant des chartes et des observatoires afin d'analyser, de prendre du recul et enfin d'agir. Par exemple, en mars 2018, ils ont lancé la charte d'engagement volontaire pour la lutte contre les stéréotypes sexistes, sexuels et sexués dans la publicité. Et enfin, la RPP, qui a pour mission de mener une action en faveur de la publicité loyale, véridique et saine dans l'intérêt des consommateurs, du public et des professionnels de la publicité, et qui est secondée par le Conseil de l'éthique publicitaire, qui a pour mission de l'éclairer sur les problèmes éthiques que pose la publicité, sa diffusion et son acceptabilité dans le corps social. Bien, merci. Maintenant, pour conclure cette conférence, nous vous proposons de découvrir une publicité inclusive. Donc, imaginée par les étudiants du Master Massy, voici un exemple de campagne de publicité inclusive pour Gucci. Donc, la campagne se décline en 3 affiches. Elle représente de manière artistique 2 figures inspirantes en termes d'inclusivité, car elles sont en rupture avec les codes établis par la société. De par leur personnalité, leur style et les messages qu'ils communiquent au monde, Harry Styles et Lizzo souhaitent s'émanciper et permettre aux autres de faire de même, à bas la virilité ou la masculinité toxique et fini la féminité complexante. Donc nous vous remercions tous vivement toutes et tous pour votre attention et votre présence aujourd'hui. Et nous espérons que cette présentation vous a inspiré autant que nous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous y répondrons avec plaisir. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Alors, il y en a une. On entend beaucoup parler du féminisme washing en ce moment. À quel moment tombe-t-on dans ce travers? C'est le purple washing aussi. Non, alors oui, effectivement, je pense que vous évoquez le livre de la journaliste de Challenge qui est sorti la semaine dernière. En fait, beaucoup de marques essayent de s'approprier un peu des problèmes sociétaux. C'est quelque chose de commun, on l'a vu même avec le Black Lives Matter, par exemple. En fait, ce qu'il faut faire, je pense, c'est faire tout simplement marcher notre esprit critique. En fait, on sait si nous, la marque qu'on connaît un minimum, va vraiment défendre ce genre de valeurs ou si c'est juste un pur t-shirt avec écrit féminisme qui, du coup, ne veut rien dire derrière. Après, voilà, je ne sais pas si quelqu'un... C'est l'application des valeurs de marque. Oui, voilà, exactement. C'est en lien avec les valeurs de la marque. Voilà. Je ne sais pas si j'ai très bien répondu. Alors, il y a une autre question. Alors, une autre question. Le sexisme ne serait-il pas genré? Par essence. C'est ça, Lumila? Oui, c'était celle-là, oui. Où est-ce qu'on a... Oui? Alors, Bon, je te laisse prendre la suite après. Donc, elle me donne la parole courageusement pour les questions. Alors, le sexisme est-il genré? Alors, je reformule pour être sûre de bien comprendre. Est-ce que le sexisme touche davantage les femmes que les hommes? En tout cas, si c'est ça, le sexisme reproduit en fait un effet de domination. C'est aujourd'hui une des principales conséquences du sexisme, c'est que ça produit un rapport de domination très fort. Et comme les étudiantes l'ont évoqué, ça vient marquer les effets de rôle, mais également toute une culture autour de ça, culture du viol, slut-shaming, etc. Donc aujourd'hui, le sexisme touche davantage les femmes, bien sûr, et institue des rapports de domination très forts entre les femmes et les hommes. Et ça, en fait, on l'a vu depuis des années, depuis l'histoire, le début de l'histoire de la publicité. Le rôle des femmes a changé, mais si au départ elle était fait du logis, aujourd'hui elle est hyper sexualisée et aujourd'hui elle reste quand même dans des positions très affaiblies ou en tout cas dans des cadres très normatifs, ce qui est complexe. Pour revenir rapidement sur le féminisme washing, alors effectivement on parle aussi de purple washing, la couleur violette étant la couleur du féminisme, qui effectivement aujourd'hui est très repris.
On a tous en tête H&M, Pinky, qui ont sorti leur petit t-shirt Wonder Woman, Feminism in the City, etc. Bon, bah là, effectivement, ça n'a aucun crédit, si ce n'est de se faire encore de l'argent sur le dos des femmes. Et de l'argent sur le dos des femmes, on s'en fait beaucoup, au travers de la chirurgie esthétique, au travers des vêtements, au travers de tout un tas de choses. Donc, en fait, ça participe encore de ça. Il y a des marques, la marque Féministe Paris, par exemple, qui typiquement a eu un effet d'aubaine, mais si on creuse un peu, il n'y a strictement rien qui s'inscrit dans une démarche non sexiste, par exemple. D'accord. Alors, je vois pas d'autres questions dans le chat, donc du coup, je vais en poser une moi-même. Vous avez beaucoup abordé, enfin assez rapidement abordé le point entre ce qu'on pouvait trouver dans la publicité, comment ça impactait la visibilité dans la société. Moi, je voulais savoir si vous pouviez nous en dire un peu plus. Donc, effectivement, c'est vrai que vous avez montré en fait comment par décades en fait la représentation de la femme avait changé. Mais est-ce que c'est mesurable en fait l'impact que ça a eu sur toute une génération de femmes ou pas? Elle est pas simple de vous. Ouais, sur les études d'impact, il y a eu des choses de fait en termes d'analyse des représentations véhiculées. Là-dessus, il y a des choses, il y a des travaux, notamment portés en psychologie sociale. Après, de génération en génération, ça serait compliqué de dire. Et puis, le problème de la publicité, c'est que la publicité se nourrit de la société se nourrit de la publicité. Donc, on a toujours un peu du mal à trouver qui est l'œuf, qui est la poule dans ce type de dispositif. Mais ce qui est sûr, c'est que la publicité nourrit de manière forte, et ce qui a été dit, elle légitime aussi des comportements et des stéréotypes. Elle les légitime, elle les institue de manière massive, parce qu'aujourd'hui, on est surexposé aux messages publicitaires sans s'en rendre compte en réalité. Mais la publicité, il y en a de partout. Il y en a quand on va prendre son bus, il y en a quand on écoute la radio, il y en a quand on ouvre Internet et qu'on a des fenêtres pop-up de partout. Elle est plus ou moins invasive, elle est plus ou moins visible, mais en réalité, elle est partout, tout le temps. Et ça, c'est un effet qui est extrêmement fort parce que l'exposition, elle est quasi perpétuelle en réalité, et ce qui fait qu'effectivement, son incidence est très forte. Elle est très forte aussi bien sur les enjeux de sexisme, mais aussi, par exemple, aujourd'hui, il y a un rapport qui est sorti fin 2020 sur les enjeux environnementaux également, et le rôle joué de la publicité sur les enjeux environnementaux. Donc, s'intéresser à la publicité, c'est pas un petit sujet, c'est un énorme sujet en tant que tel, parce qu'aujourd'hui, on est biberonné sans arrêt à la publicité et à ces images. Tout à fait, tout à fait. Et du coup, j'avais une autre question par rapport à ça, c'est que dans la charte que vous donnez sur les 10 points à regarder pour savoir si on fait une pub non sexiste ou pas, on compare ça aux représentations sexistes. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a un référentiel qui existe? Parce qu'il y a des choses qui peuvent paraître sexistes pour les uns et pas pour les autres. Chacun interprète l'image à sa façon. Est-ce qu'on peut trouver un référentiel? Après, il y a les choses bien sûr basiques. Bon, la première, je pense avoir été sensibilisée à ça. Mais est-ce que, voilà, pour un chef de com, un chef de publicité, il peut retrouver une charte en ligne qui dit ça, c'est plutôt sexiste, ça, c'est une représentation sexiste ou pas? Alors, il y a des outils qui existent. Alors déjà, ce qu'on vous a livré, c'est issu de travaux toutes communicantes, ça s'appelle. Donc, ont édité cette première charte. Il y a également des chartes institutionnelles portées par des institutions, par des ministères qui existent également. Donc, il y a quand même un consensus aujourd'hui sur ce qui est sexiste et ce qui n'est pas sexiste. Et il existe pas mal d'outils. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est les mobiliser. C'est comme beaucoup de choses, en fait. C'est que généralement, on a des référentiels qui existent. On a des lois aussi, parce que là, il y a des choses également, et c'est important. Et c'est pour ça qu'on voulait aussi rappeler le cadre légal. C'est que ce n'est pas hors sol, ce n'est pas une volonté de jeunes étudiantes qui œuvrent pour un monde nouveau. Pas du tout. Tout ça, c'est légiféré. Il y a un cadre qui existe. Le problème, c'est l'application de tout ça, et c'est souvent le problème en matière d'égalité, c'est qu'aujourd'hui, on a un dispositif légal qui est plutôt complet, mais là où ça pêche, c'est sur la question de l'application. Oui, d'accord, merci. Et je reprends une remarque qui a été faite dans le chat. Effectivement, il y a beaucoup d'humour parfois dans les publicités pour les rendre un peu plus percutantes. Est-ce que pour vous, la notion d'humour sexiste, ça existe? Oui, ça existe, et la problématique de l'humour, c'est quand ça touche systématiquement les mêmes cibles.
Est-ce qu'on a autant d'humour sur les publicités dites masculines? C'est ça aussi qu'il faut s'interroger. Qui est touché par l'humour? Et l'humour n'est plus drôle quand ça touche systématiquement les mêmes cibles et quand ça ne touche jamais l'autre cible. Et c'est aujourd'hui la problématique en fait sur ces modalités humoristiques, c'est que sous couvert d'humour, c'est toujours les mêmes petits pics, les mêmes petits tacles qui sont adressés exactement à la même cible. Donc, c'est plus tellement de l'humour, en réalité, c'est du sexisme qui se teinte d'humour pour se transmettre un peu plus facilement. Oui, tout à fait. Ouais, je pense qu'on pense. Et justement, ça me fait rebondir un peu sur la même chose. Ce genre de pubs un peu humoristiques sont souvent dans des domaines où le produit est destiné à un homme, enfin, je trouve. Par exemple, les publicités pour voitures, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a vraiment des domaines spécifiques où vous avez remarqué qu'il y avait plus de sexisme? Tout à l'heure, vous avez parlé des produits d'entretien, des produits pour les enfants, mais est-ce qu'il y a, par exemple, je pense au luxe, à l'immobilier, est-ce qu'il y a des domaines comme ça qui sont un peu plus teintés de sexisme ou plutôt moins, justement? Alors, le luxe, ça a été assez problématique dans les années 80-90, justement, parce qu'ils ont été les premiers à recourir au porno chic. Donc, c'est vraiment eux qui ont travaillé à la sexualisation et à la sexualisation violente. Ce n'était pas une sexualité romantique, une sexualité consentie. Les marques de luxe ont vraiment mis en place une sexualité sous contrainte au travers du porno chic. Donc, les marques de luxe en sont un petit peu revenues ces dernières années, mais sont vraiment à l'initiative de ce qui s'est passé autour du porno chic. Dans cette mouvance-là. Ensuite, si on vous a présenté la pub faite par les étudiants Gucci, ce n'était pas anodin. On avait choisi le secteur de la parfumerie, parce que le secteur de la parfumerie est encore un secteur, alors effectivement glamourisé du fait du produit, mais qui, en fait, convoque énormément de stéréotypes de genre. Je vous invite à regarder les publicités d'Invictus, les publicités d'Hugo Boss, et vous verrez l'homme virilisé, la femme soumise qui attend l'homme viril. Donc, on a quand même des champs comme ça très spécifiques. La voiture s'est quand même renouvelée ces dernières années, puisque aujourd'hui, qui c'est qui est décisionnaire de l'achat d'une voiture dans le foyer? C'est la femme, de plus en plus, parce que c'est elle qui va chercher les enfants à l'école, c'est elle qui charge les enfants à l'arrière dans le siège bébé. Donc ça, il y a eu des études comportement consommateur qui ont permis de montrer que finalement, ce n'était pas tant des consommateurs, mais c'est de plus en plus de consommatrices. Et donc, il y a eu quand même une modification. Enfin, on est sorti de « il a la BM, il aura la femme ». Des années 80. Et là, ça fait partie des secteurs où ça a un petit peu bougé. D'accord. Il y a quand même des secteurs comme la mode. Par exemple, Jean-Paul Gaultier, c'est quelqu'un qui avait un peu bousculé aussi les codes. Si je me souviens bien, il avait fait des défilés où les hommes étaient habillés en femmes, les femmes en hommes. De la même façon, en ce qui concerne le physique des femmes, je veux dire, il n'est pas resté non plus dans quelque chose d'académique au niveau de la mode. Est-ce que, alors, lui, il est assez unique. Est-ce qu'il y a d'autres couturiers ou d'autres personnalités de la mode, de la publicité, qui vont à l'encontre de tout ce qu'on vient d'exposer? Alors, effectivement, Jean-Paul Gaultier a eu un rôle clé sur ces questions-là. On va dire que sur les maisons de couture traditionnelles, ça reste quand même des images très traditionnelles de la femme qui doit surtout ressembler à un cintre pour porter le vêtement plutôt qu'à une femme. Par contre, on voit des nouvelles marques aujourd'hui qui émergent. Donc, c'est des nouvelles marques plus démocratisées, plus grand public, mais qui portent une nouvelle manière de représenter les femmes. Et ça, il y a quand même des choses qui sont en train d'émerger et qui sont intéressantes de ce point de vue-là. Mais la haute couture, hormis quelques exceptions qui confirment la règle, on va dire, ça reste extrêmement genré, et puis ça reste encore avec des corps très maigres qui sont véhiculés, et puis surtout des jeunes filles, parce que souvent, le problème qu'on a aussi, c'est que les jeunes femmes qui défilent ne sont pas si jeunes femmes que ça, ce sont des jeunes filles de 15, 16, 17 ans, donc des personnes qui ne sont pas majeures, et qui sont présentées comme l'archétype de la femme. Sauf qu'une femme de 40 ans ne peut pas se comparer à une jeune fille de 15 ans. Donc, c'est aussi ça aujourd'hui dans le monde de la mode, et qui reste encore extrêmement prédominant. Et oui, il y a une remarque sur les femmes grande taille, donc qui font 40-42. Donc, on rappelle que la taille moyenne d'une femme aujourd'hui, c'est du 42.
Donc ce n'est pas grande taille puisque c'est la taille moyenne aujourd'hui portée. Et effectivement qui est aujourd'hui extrêmement problématique. On aimerait voir plus régulièrement des couvertures comme a fait Cosmopolitan dans le cadre du 8 mars, où ils ont représenté une diversité de corps de femmes, avec Elisa Rojas en fauteuil roulant, avec différentes corporalités, différentes couleurs de peau. Mais en fait, le problème, c'est que généralement, on a le numéro spécial ronde qui est fait une fois dans l'année. On a effectivement la Cosmopolitan qui a fait quelque chose de super, mais bon, est-ce que ça sera reproduit? Et ça reste très à la marge en réalité. Donc, sous couvert de, non, ça reste très, 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 très infime. Vous avez le droit de compléter. Et du coup, ça rebondit bien sur ma question parce qu'aujourd'hui, vous avez donné les outils, on va dire, pour faire une communication plus inclusive et représentative. Mais aujourd'hui, quand on est une jeune étudiante qui est sensibilisée à ces discriminations-là et à cette fausse image presque, comment on est perçu dans une boîte de publicité quand on arrive en stage? Est-ce que c'est facile d'imposer cette vision ou est-ce qu'on est encore face à des blocages ou pas? Comme ça, là, elles peuvent répondre chacune l'autre, normalement. Moi, j'ai parlé pour ma part. Moi, je suis dans un grand groupe, dans un siège au Generali des assurances. Et c'est vrai que c'est assez bien perçu parce qu'après, ça dépend aussi avec les gens avec lesquels on travaille. Si eux sont ouverts d'esprit ou pas, si eux sont conscients de ce que la publicité montre ou pas. Donc, moi, je ne suis pas en communication au sein d'une agence, donc je ne pourrais pas parler pour ça. Mais pour ma part, je travaille avec des gens qui réfléchissent sur l'écriture inclusive, qui réfléchissent sur quel personnage on va mettre sur nos communications. Est-ce que c'est exclusivement des hommes, des femmes, de tout genre, de toute couleur de peau, etc. Donc je pense qu'il faut juste travailler avec les bonnes personnes pour pouvoir faire avancer les communications et ensuite la société, etc. Ouais. Moi, pour ma part, je n'ai jamais travaillé en agence non plus. J'ai toujours été dans des équipes très bienveillantes, avec souvent des jeunes équipes. Même là, je suis dans un plus grand groupe, mais il y a beaucoup de bienveillance. Je n'ai jamais été confrontée à des critiques sexistes ou quelque chose du genre, mais c'est plus, on va dire, dans le cadre plutôt privé, où là, on voit vraiment un décalage entre les générations. Donc, nous, les jeunes générations, on se bat pour nos droits, on a vraiment un regard, on se pose vraiment beaucoup de questions, par exemple sur la publicité, on va voir des choses qui nous vont nous choquer, et pour les anciennes générations, c'est un peu plus compliqué de comprendre que certaines choses sont choquantes, qu'on ne peut plus dire, non, on ne peut pas rire de tout, on peut pas rire des femmes tout le temps dans la publicité, et pour certaines générations, c'est un peu plus compliqué, et là, on voit un décalage. Moi, c'est vrai que l'année dernière, j'ai fait mon stage dans une agence. Donc dans une agence parisienne, ça a été l'une des rares à ne pas être citée dans Balance on Agency. J'ai surveillé, j'ai bien veillé. Mais pour ma part, j'étais vraiment entourée de personnes bienveillantes également, mais je remarque surtout que on était beaucoup de jeunes en fait. La moyenne d'âge, ça devait être 20-28 ans. Et du coup, je pense que tous les jeunes communicants sont quand même relativement sensibilisés à toutes ces problématiques. Donc après, moi, j'ai jamais remarqué, j'ai jamais eu de remarques sexistes ou même de la part de clients qui voulaient communiquer de façon non appropriée, etc. Mais c'est sûr que ça arrive encore énormément et que heureusement, il y a beaucoup de choses qui bougent en ce moment, comme le compte Balance on Agency ou ce genre de choses qui font quand même réfléchir aussi bien nous les jeunes, mais aussi ceux qui sont déjà bien établis dans le métier et qui du coup sont obligés d'évoluer avec cette société qui est beaucoup plus égalitaire, qui veut montrer de tout et de façon vraiment représentative de la réalité, quoi. Moi, pour ma part, j'ai jamais été vraiment confrontée à ça pour l'instant, mais je vois dans le chat qu'il y a une remarque comme quoi le sexisme ordinaire, c'est monnaie courante dans les entreprises, et je pense que les agences de communication, elles ne sont pas épargnées, et comme Élise parlait de Balance on Agency, je voulais en parler aussi, donc ça tombe bien. Et je trouve ça un peu triste que ça vienne du monde des communicants qui, eux, forment la société d'aujourd'hui, comme Madame Hugo Jancel l'a dit tout à l'heure. Mais maintenant, il y a une libération de la parole des femmes, donc j'espère que ça va aller dans le sens positif et que ça va s'améliorer. Et moi, de mon côté, j'ai également encore eu de la chance de n'avoir jamais été confrontée, en tout cas dans la communication, à des remarques sexistes. Toutefois, ça m'est arrivé dans différents emplois étudiants, ce qui a fait que j'ai eu certaines confrontations.
Mais justement, c'est vrai que c'est quand on est jeune et qu'on ose imposer son avis sur justement, non, on n'a pas à faire des réflexions sexistes, ça peut être très mal pris des anciennes générations. Mais moi, je considère qu'il ne faut pas qu'on se laisse faire. On en a, je pense, assez bavé pendant des longues années et que maintenant, justement, il faut faire remarquer que non, c'est plus des choses qui se disent et qu'il faut avancer, qu'il faut aller de l'avant et qu'il ne faut plus jamais se laisser faire. En fait, sinon, on n'avancera jamais. Et c'est pour ça que je me suis jamais laissée faire et que s'il y a eu des confrontations, c'était pour cette raison, parce qu'il faut vraiment remarquer qu'il faut vraiment plus dire des choses comme ça, plus dire des choses sexistes, et vraiment inclure les personnes et devenir vraiment plus égalitaire, paritaire et représentatif de, de tous les genres et de toutes les femmes, en fait. Il y a quand même aussi des effets de secteur, c'est-à-dire qu'on a des secteurs comme le BTP, comme l'industrie, qui sont encore très largement des secteurs masculins, où là ça reste très, très complexe encore, et c'est lié aussi à des effets de genre, hein, où on a du mal à amener les jeunes femmes vers l'industrie et on a du mal à amener les hommes vers les métiers du soin. Donc il y a aussi tous ces enjeux-là, et davantage de mixité favoriserait sûrement des enjeux de communication non sexiste et d'une manière générale d'un comportement non sexiste. Mais le phénomène Balance ton agency, donc merci Cindy Pézin pour le lien, montre bien que les agences de com sont tout aussi touchées que les autres secteurs d'activité. Et puis, ce qui est compliqué aussi dans les agences, et comme dans beaucoup d'environnements, c'est que les gros dossiers sont aussi généralement confiés aux hommes, que la maternité a un effet très fort sur les carrières, parce que le travail en agence, c'est généralement un travail où on ne compte pas ses heures, où il peut y avoir des débordements, des charrettes, on appelle ça quand on est en rendu projet, où la première maternité peut avoir une incidence très forte sur ensuite les dossiers qu'on va confier ou ne pas confier. Donc ce secteur est en fait touché autant que les autres, avec exactement les mêmes systèmes de domination, et puis avec la maternité qui a un impact très fort sur la carrière. Et oui, je voulais juste rajouter que, pour rebondir là-dessus, quand j'étais en stage, j'ai quand même remarqué, je m'éloigne peut-être un peu, mais que, par exemple, tout ce qui était client tech, issu de la technologie, de l'informatique, etc., c'était des comptes qui étaient plus gérés par des hommes, alors que les clients plus lifestyle, plus féminin, alimentation, etc., c'était plus géré par des femmes. Et ça m'a un petit peu étonnée parce que la différence était flagrante en fait. Les équipes hommes étaient pour les comptes comme je sais plus de nom de clients, mais voilà, plus informatique, plus tech. Donc c'est quand même assez étonnant étonnant pas tant que ça, mais j'ai trouvé que c'était assez représentatif en fait de ce que j'évoquais tout à l'heure, que voilà, les femmes sont tout de suite dirigées vers des choses plus du social, du care, de ce qui est de l'apparence, etc. Alors que les hommes vont être dans des choses, on va dire, plus sérieuses, comme la technologie, etc. Et ça m'a quand même ça m'a paru assez étonnant, parce que je pensais que c'était un problème déjà réglé, en fait. Au final, pas du tout. Et quand vous dites les femmes sont dirigées, est-ce que ce ne sont pas les jeunes femmes elles-mêmes qui se dirigent toutes seules? Est-ce qu'il n'y a pas l'impact de la tradition? On est quand même encore dans une société judéo-chrétienne avec la femme au foyer et l'homme qui part à la chasse pour amener l'argent et la nourriture au foyer. Il y a peut-être ça aussi. Il y a peut-être donner plus confiance aux jeunes femmes pour qu'elles aillent vers ces carrières-là aussi. C'est là où il y a l'œuf et la poule, en fait. Encore une fois, c'est que si on montre des femmes qui vont vers les nouvelles technologies, on aura aussi davantage de femmes dans les nouvelles technologies, et davantage de femmes qui, du coup, ça augmentera, et du coup, on aura sûrement des communications plus inclusives. Donc, c'est une forme de cercle vertueux, encore une fois. Et ça, c'est important d'avoir cette représentation assez systémique des choses. Hein. C'est pas des problèmes cloisonnés, c'est bien un problème global de société avec véritablement un modèle systémique. Et du coup, on parlait aussi des secteurs, du sexisme dans les différents secteurs. Et il y a dans le chat des remarques sur le fait que quelquefois, c'est pas fait de
de manière voulue. C'est tellement ancré que les hommes eux-mêmes ne se rendent pas compte qu'ils tiennent des propos récurrents et sexistes. Et peut-être qu'il y a des secteurs où c'est plus facile, où ça devient tellement automatique qu'on réfléchit même pas. Et après, il y a des secteurs comme le bâtiment, c'est un secteur que je connais bien parce que j'ai une cousine qui est chef d'entreprise dans le bâtiment et une autre qui est architecte. C'est la descendance familiale, mais comme les filles s'y sont mis, c'est plutôt l'étonnement. C'est plutôt l'étonnement de voir des femmes dans ce milieu d'hommes où il y a beaucoup. Voilà, c'est pas forcément des remarques sexistes, c'est surtout souvent de la maladresse où on n'imagine pas qu'une jeune femme de 30 ans puisse être chef d'entreprise dans le bâtiment, par exemple. Oui, c'est la question essentialisée. Il y avait eu un compte aussi d'architectes, hein, où des femmes architectes arrivent sur le chantier et puis on leur demande où est le chef et qu'est-ce qu'elles font là en tant que secrétaire. Enfin voilà, il y a des choses qui arrivent comme ça. Ça, c'est quelque chose qui est flagrant dans plein de métiers. Mais c'est ce qu'on appelle aussi, le problème, c'est qu'il y a plein de choses comme ça qu'on ne réfléchit pas parce que finalement, ça reste essentialisé. C'est dans nos pratiques, c'est quelque chose qu'on ne réfléchit pas en tant que tel parce que ça s'est institué comme ça depuis des années et des années. Et donc, il y a vraiment aussi une logique de déconstruction à avoir. Le 1er mars, j'avais parlé de l'expression « comme une fille », faire les choses comme une fille, il y a rarement quelque chose de positif. Bon, bah, ça, c'est tout plein d'expressions comme ça qui viennent jalonner notre expérience et notre manière d'être au monde. Et ça, c'est ce qu'on appelle après l'essentialisation qui peut être dangereuse, justement, donc qui demande à réfléchir ces différents éléments. Et même entre femmes, j'ai envie de dire, hein, il y a certaines réflexions qu'on peut se faire ou certaines pensées qui sont ouais, voilà, on a été éduqués en fait, la société, etc., tous les films qu'on regarde, les musiques qu'on écoute, les publicités qu'on voit, c'est vrai que finalement, même entre femmes, il y a des choses qui restent automatiquement. On va se dire, voilà, je suis une fille, donc non, je ne peux pas. Alors que c'est faux. Mais c'est juste qu'on a été. C'est dans les mœurs. Et c'est pour ça que c'est encore plus important d'en parler et de communiquer autrement. Et c'est notre rôle aussi à nous, communicants, de diffuser de nouvelles images, de nouvelles représentations, quoi. Donc, je trouve, moi, déjà que c'est génial qu'on puisse en parler, que ce soit des sujets mis sur la table, et je trouve que c'est de grands pas en avant, en tout cas. Et puis, il y a une question de barrière qui s'est mise. Moi, je prends toujours un exemple qui m'est arrivé il y a 4 ans, où on a une offre de stage qui est arrivée auprès des étudiants. Et donc, j'ai une étudiante qui est venue dans mon bureau en me disant « L'offre de stage m'intéresse, mais je n'ai pas toutes les compétences requises, je ne peux pas candidater. » Entre-temps, j'avais les 3 garçons de la promo qui avaient candidaté sans se poser aucune question, sans m'en informer, sans rien d'ailleurs, qui étaient y allés. Et quand je lui avais dit, mais en fait, vous suivez exactement la même formation, qu'est-ce que vous avez de moins que juste le bagou, en fait. C'était juste ça. Parce qu'eux ne savaient pas plus certains éléments, mais ils étaient allés sans se poser de questions, et elle était en train de s'interroger sur le sens de la vie, et en fait, n'y allait pas, et au final, donc je lui avais dit d'aller candidater, et c'était elle qui avait été retenue pour le stage. Donc, elle était venue m'en parler, donc je n'avais pu la pousser. Et puis, chaque année, du coup, maintenant, elle m'écrit en me disant ce jour-là, vous m'avez révélé, quoi, de l'avoir engueulée et de lui dire mais c'est quoi cette affaire vous candidatez immédiatement, quoi. Et ça, on a toujours plein de petits freins comme ça, je pense, qui sont liés à l'éducation, au monde social dans lequel on est baigné, à tout un tas de choses. Mais même sur une génération où on éclaire, où on essaie de pousser, où on essaie de casser les frontières, le naturel revient au galop. En tout cas, les effets éducationnels reviennent vite. Donc, c'est très compliqué. Et c'est pour ça que c'est finalement une vigilance de tous les instants. J'ai une dernière question. On a bien vu qu'il y avait vraiment une différence de point de vue entre plutôt la jeune génération et plutôt, désolée, l'ancienne génération. Est-ce qu'il faut trouver un moyen, un consensus pour leur parler aux deux en même temps, ou est-ce qu'il faut avoir plutôt des outils d'adaptation pour chacune des populations visées? Il faut qu'il y ait une forme de réconciliation, je pense. Aujourd'hui, on voit sur des sujets, il y a le sujet du sexisme, mais il y a les sujets de l'environnement aussi, qui sont aujourd'hui, en tout cas moi, pour être entourée quotidiennement de jeunes, du coup je ne vieillirai jamais, et ça c'est très bien, je le vois en fait, il y a vraiment une fracture sur ces deux sujets-là. C'est une fracture qui est très forte, qui vraiment
Ouais, ça fait 4 ans, moi, que je vois ça de manière extrêmement forte sur les générations. Et c'est intéressant parce que ça nous bouscule aussi sur certaines choses. Après, les étudiants jeunes générations ont aussi leurs paradoxes parce qu'ils luttent pour l'environnement, mais ils ont tous un iPhone. Enfin voilà, ils sont comme nous en fait. Hein, on est tous pétris de paradoxes. Et il y a des voies de réconciliation à trouver. Je pense que par moment, il y a aussi des deux côtés. D'un côté, une libération très forte, de l'autre, du réactionnaire très fort. Et effectivement, il y a parfois un dialogue de sourds qui s'établit, mais je pense qu'en aucun cas, il faut essayer d'avoir des communications ciblées, mais au contraire, trouver des voies de réconciliation. Sur l'écriture inclusive, il y a eu un commentaire tout à l'heure disant c'est souvent réduit au point médian. Typiquement, oui, voilà, c'est souvent réduit au point médian. En fait, l'écriture inclusive, c'est pas du tout le point médian, c'est tout un tas de choses. Et je pense que si on expliquait, qu'on faisait de la pédagogie autour de ça, on trouverait des voies de consensus. Mais aujourd'hui, on est sur un débat non apaisé et malheureusement, on a des positions parfois très, très opposées et très vives, alors qu'il y a sûrement des voies de réconciliation à trouver. D'autres questions, Emilia? Non? C'est bon pour toi? Non, je réfléchissais, mais j'allais dire qu'effectivement, moi, je suis plutôt d'accord avec ça parce qu'en tant qu'élu, nous, on essaie de parler à l'ensemble de nos concitoyens, donc c'est un peu compliqué à chaque fois d'essayer de viser une population en particulier pour ne pas froisser une autre. Donc c'est vrai qu'on serait plus en tant qu'institution à vouloir parler à tout le monde, mais en respectant, évidemment, en n'ayant aucun stéréotype de genre dans nos communications, qui sont très importantes d'ailleurs pour le citoyen en général, parce que c'est pour l'informer. Donc voilà, je suis plutôt rassurée que vous ayez ce même type de réponse en fait. Du coup, l'idée, c'est peut-être aussi d'essayer de faire évoluer les choses par l'exemple. Je pense que c'est ce que toutes, on essaie de mettre en œuvre ici, par le fait de montrer, enfin, de mettre en œuvre des conférences, d'organiser des petits déjeuners, des espaces de parole, etc., pour présenter des femmes et des hommes exemplaires, parce qu'il y a aussi des hommes qui défendent les droits des femmes et qui font pas mal de choses aussi dans leur secteur et dans l'entreprise. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, vous, jeune femme? Parce que moi, je suis senior hein, maintenant. Mais vous, est-ce que est-ce que de voir des femmes qui réussissent, des femmes qui ont des parcours, des femmes qui donnent l'exemple en politique ou ailleurs. D'ailleurs, en parlant de politique, je me souviens avoir rencontré une femme députée qui m'avait expliqué que la plupart du temps, les hommes lui demandaient toujours comment allait son mari. Et elle répondait toujours, mais est-ce qu'on vous demande à vous comment va votre femme? Et tout le monde, me disait-elle, se souciait de la santé de mon mari parce que femme députée, très occupée, donc évidemment moins de temps pour m'occuper certainement de lui. Donc ça, j'ai trouvé ça assez amusant. Mais du coup, oui, pour cette question d'exemplarité. Et vous parliez aussi, excusez-moi, pour finir, de la rivalité qu'il peut y avoir entre les femmes. Enfin, ça me fait penser aussi à ce qu'avait dit un jour Emmanuel DeVos. J'aime bien répéter ça parce que ça m'avait touchée. On lui avait demandé qu'est-ce que c'était pour elle le féminisme et elle avait répondu c'est avant tout la solidarité entre les femmes. Voilà, alors je ne sais pas ce que ça peut vous suggérer pour terminer cette conférence. Les derniers mots, est-ce que c'est des choses qui vous parlent et est-ce que c'est une manière de continuer à mettre en avant les combats que nous menons les unes et les autres? Je pense qu'en effet, avant de vraiment, pas faire la morale, mais avant d'expliquer à tout le monde, aux hommes en particulier, qui sont aussi des fois les premiers à parler mal du sexisme, entre guillemets, il faut d'abord qu'entre femmes, on se soutienne, on soit bienveillantes les unes entre les autres et qu'on s'appuie, qu'on s'aide, qu'on s'entraide. Et c'est comme ça que déjà, on pourra montrer qu'on est forte, qu'on est ensemble et que voilà, on peut tous grandir ensemble. Et évidemment, les femmes, qu'elles soient dans la politique ou ailleurs, on a tous des exemples, je pense, en tête, etc. Et ça nous donne toujours plus de courage et d'envie de réussir dans la vie, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Il y a un effet, il y a l'effet Boys Club, hein, dont on parle beaucoup, qui est l'effet des hommes ensemble et des réseaux. Ça aussi, c'est éducationnel. Hein. Les femmes ne sont pas nées rivales. On leur a appris à être en rivalité, notamment sur les questions de physique, sur les questions de séduction du meilleur parti.
Donc c'est quelque chose qui s'est institué. Les rallyes, il y en a encore aujourd'hui dans certaines franges de la population. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi de l'ordre de l'éducation. Et par contre, les réseaux masculins, le fait d'être en groupe, d'être en club, ça passe aussi par le sport collectif, par tout un tas de choses. Et cet effet boys club, c'est aussi une construction sociale. Je renvoie toujours à la chanson d'Anne Sylvestre, que les étudiants ne connaissent pas du tout, mais c'est pas grave, Frangine, et qui explique tout à fait ça, de dire si on nous avait expliqué qu'être ensemble, ça nous aurait fait gagner du temps, c'est vraiment ça. Mais elle explique dans cette chanson-là comment ça s'est fait dans la maison, comment ça s'est fait à l'école et comment c'est quelque chose qui s'est institué que de créer de la rivalité. Donc effectivement, il faut que les femmes se mettent ensemble, mais aussi il faut comprendre que si les femmes sont souvent en rivalité, c'est parce que ça a été construit aussi bien dans l'éducation qu'à l'école. Et voilà, donc il ne faut pas non plus incriminer les femmes sur les effets de rivalité ou les effets d'individualisme. C'est aussi des choses qu'il faut véritablement réfléchir. Et l'effet boys club en contrepoint également. Mais par contre, je suis tout à fait pour les femmes ensemble. De plus en plus, on parle d'adelphité. Oui, tout à fait, c'est vrai. Alors, nous, de plus en plus, on parle d'adelphité et on parlait du droit humain, par exemple, des élus maintenant qui sont, je pense à Jean-Luc Romero qui est maire adjoint à Paris, sa délégation, il a droit humain dans sa délégation, par exemple, plutôt qu'égalité homme-femme ou lutte contre toute forme de discrimination. Est-ce que ça élève encore est-ce que ça nous élève encore plus? Ça peut-être nous permet d'aller encore plus loin dans toutes ces questions-là. Je ne sais pas, c'est une question. Moi, j'aime beaucoup ce terme d'adelphité et je prends toujours l'exemple de nos frontons républicains, liberté, égalité, fraternité. Et également, lorsqu'on dépose son enfant de 3 ans à l'école maternelle. Et en fait, voilà, encore tout un tas de choses naturalisées sur lesquelles on ne s'interroge pas, alors même que ça dit beaucoup de choses de la répartition des rôles sociaux. Donc l'adelphité, oui, je trouve que c'est un très joli terme et qu'il y a sûrement beaucoup de choses à faire autour de ce terme-là. Nous arrivons à la fin, le petit mot de la fin pour chacune. Qui se lance? Non, mais déjà, merci à tout le monde. Merci à Madame Nicole Jossal de nous avoir donné l'opportunité du coup, de faire cette présentation. Merci à la mutuelle, à la mairie pour cette opportunité. On était très contente de le faire et on espère que ça vous a éclairé un petit peu sur la publicité et surtout la place des femmes au sein de la publicité. Ouais, merci à toutes, à tous. Merci à Madame Nicole Jossal, à la mutualité, à la mairie. Ça a été vraiment une opportunité pour nous de donner un peu, de montrer notre voix et de montrer ce qu'on peut, ce qu'on apprend et ce qu'on a envie de partager avec tout le monde. Donc, merci beaucoup. Ça a été très enrichissant pour nous et l'échange aussi. Donc, c'était une belle expérience et merci. Oui, alors moi, je vais redire pareil. Merci beaucoup, mais surtout, j'espère que ça pourra en fait vous inviter à faire plus attention en fait autour de vous, dans la rue, dans les films, sur les pubs que vous voyez, à repérer en fait quand il y a quelque chose que vous vous dites non ça c'est pas possible, ça me plaît pas, je ne trouve pas que ce soit quelque chose d'inclusif. Et c'est pour ça que sensibiliser c'est important parce que en repérant en fait c'est un peu ce que fait le compte Pépites Sexistes. C'est comme ça qu'on va faire évoluer les choses. C'est nous toutes, nous tous consommateurs, citoyens qui pouvons noter quand il y a des choses qui vont pas dans la société, c'est notre rôle. Et oui, sororité, quoi. C'est important. Je pense que tout a été dit là. Juste vous remercier encore une fois. Et comme Lucie l'a dit tout à l'heure, surtout, il ne faut plus laisser passer ces choses-là. Le sexisme, on n'en veut plus. Donc, surtout, essayez de vous battre le plus possible, quoi. Et un 5e merci à tout le monde, à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On espère vraiment que vous avez appris des choses, que vous allez défendre vos droits et que vous allez vraiment pouvoir justement constater toutes les petites choses que vous voyez dans la pub qui pourraient être un petit peu carrément choquantes. Et merci encore de nous avoir écoutés et on a vraiment apprécié l'échange, c'était super enrichissant. Merci beaucoup. Je crois Madame Montero. Oui, c'est ça. J'essayais de compter pour savoir. Est-ce que tout le monde est intervenu? Moi, je trouve que c'est assez réjouissant d'entendre des jeunes femmes s'exprimer sur ces sujets-là. Madame Montero, à vous de clore la conférence. Merci aussi à vous.
Merci Madame Pugliese. Non, bah oui, alors là, un grand merci aux étudiantes du Master Massy. C'était pour moi très important d'avoir votre point de vue, aussi bien en tant qu'étudiante, en tant que jeune, mais aussi en tant que future active dans le monde de la publicité. Donc, les échanges étaient très inspirants. Je vous remercie. Et de ce que je vois dans le chat, apparemment, je ne suis pas la seule à le penser. Et donc, je vous remercie d'avoir bien voulu participer à tout ce mois des droits des femmes qu'on fait en fait avec la ville de Dijon, avec la MGEN, avec la Mutualité française, avec l'association Elle est à Dijon, que je pense votre directrice connaît bien, et avec l'association des entrepreneureuses. Donc, je vous remercie, je vous remercie bien sûr tous nos partenaires. Je remercie également toutes les personnes qui ont été présentes pour leurs échanges dans le chat qui nous ont permis vraiment de nous enrichir nos questions. Donc, j'espère qu'on a répondu à toutes vos remarques. Et voilà, donc je close cette conférence et n'oubliez pas, on en remet ça demain soir à partir de 18h15 avec Madame Christine Martin qui est adjointe à la ville de Dijon et Madame Sophie Aran qui est responsable de la bibliothèque municipale pour parler d'une grande artiste dijonnaise autre que Madame Magnin. Voilà, donc rendez-vous demain et merci encore à tous. Merci. Merci à vous.